Connaît le contexte actuel, hausse du prix des loyers, hausse du coût de la vie, hausse des taux d'emprunt, notre portefeuille qui est mis à rude épreuve. J'en connais pas beaucoup qui, de ce temps-ci, réussissent à augmenter leurs revenus au même rythme que les dépenses augmentent. Il faut dire que c'est vraiment pas évident, mais on peut tous garder quand même, on veut tous en fait garder le même train de vie. Ce qui fait que plusieurs choisissent de réduire la portion des revenus qu'on consacre à l'épargne, au placement, en se disant que on va se reprendre un peu plus tard. Jusqu'à quand on peut remettre ça, justement? On en parle ce soir avec Jean-Sébastien Jutras, qui est planificateur financier. Salut, Jean-Sébastien. Salut, salut. La question qu'on peut se poser, Jean-Sébastien, à quel moment on devrait préparer sérieusement notre retraite? Parce que quand tu finis les études, tu dis, il faut que je rembourse les frais de scolarité. Après ça, on met de l'argent de côté pour la maison. Arrive un premier enfant. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de bon moment pour le faire, là. C'est toujours facile de remettre les choses à plus tard. Ouais. Sinon, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est quoi le meilleur moment pour commencer à prendre la retraite? Bien, pour ceux qui sont à l'écoute, le meilleur moment, c'est maintenant. Donc, peu importe votre âge, si vous avez 30 ans aujourd'hui, si vous avez 35 ans, 45 ans, 55 ans, puis que vous n'avez jamais commencé, bien, le meilleur moment, c'est maintenant. Parce que tout le temps qu'on va avoir devant nous va valoir énormément d'argent sur une longue période de temps. Donc, c'est important de commencer tôt à faire des épargnes, donc à faire des épargnes soit dans ses REER, dans ses CELI, dans ses comptes de placement. Donc, plus tôt on commence, plus on se donne du pouvoir pour la retraite. Et d'ailleurs, moi, j'ai été surpris par les données que tu nous as fournies, Jean-Sébastien. On va voir un tableau avec des estimations, là. Épargne mensuelle qu'on doit faire pour avoir 1 million de dollars à notre retraite, mettons à 65 ans, là. Avec 5 de rendement. La différence entre 30 et 50 ans, si on commence à 30 ans, on doit mettre 898 $ par mois de côté. Mais si on atteint à 50 ans, c'est 3 760 $ par mois. C'est pas rien, là. Évidemment, en fait, puis ça ne veut pas dire que c'est 1 million que ça prend, mais ici, c'était l'important, c'est de démontrer que plus on commence jeune, plus le temps nous permet de faire de l'argent. Donc, les intérêts composés. Donc, ici, puis en plus, ici, on exclut tout le volet de l'impôt, là, en fait. Donc, il n'y a pas d'impôt sur ce 5 %-là. Donc, vous voyez un peu la répercussion que ça peut avoir de retarder, de repousser à plus tard, de repousser à plus tard. Bien, le fait de repousser à plus tard, bien, la répercussion négative qu'il pourrait avoir de ça, c'est que je vais avoir de la difficulté à atteindre mes objectifs de retraite. Et on parle beaucoup de capacité à faire face aux risques. Là, on voyait avec 5 de rendement, et tu nous as proposé des données aussi avec 1 de rendement. C'est complètement différent, là. Ah oui, en fait, puis ici, c'était pour démontrer aux gens, parce que on rencontre souvent des gens qui ont peur du marché boursier, hein, puis on peut comprendre que ça peut être volatile, hein. On a vu, par exemple, 2022 qui a été une année assez difficile sur le marché boursier. Les dernières semaines ont été assez volatiles aussi sur le marché boursier. Donc ici, je voulais démontrer quelqu'un qui prend pas de risque, qui place son argent à 1 d'intérêt. Bien, regardez l'argent que ça doit prendre pour atteindre le million de dollars à 65 ans. On se rend compte que finalement, de ne pas prendre de risque, Simon, ça peut devenir plus risqué que prendre un peu de risque. Mais tu nous présentais tout à l'heure le 5 là. Est-ce que c'est quand même accessible comme rendement actuellement? Je pense que quelqu'un qui cherche qui a un portefeuille équilibré, croissant ou même audacieux, bien, c'est ce qu'il devrait viser sur des longues périodes, hein. Sur des courtes périodes, ça pourrait être beaucoup plus volatile. On pourrait avoir des rendements 1 an, par exemple, comme depuis le début de l'année. Il y a certains portefeuilles de placement qui sont à 15 de rendement depuis le début de l'année. Mais l'idée, c'est de faire une moyenne sur du long terme. Donc, sur une période de 10 ans, 15 ans, 20 ans, je crois que c'est raisonnable d'avoir des rendements de 5, voire 6 tout dépendant du profil d'investisseur de la personne. Sur des courtes périodes, ça peut être plus volatile, mais sur une longue période, je pense que c'est assez raisonnable d'avoir des rendements de 5 On présentait le fameux million, là. Mais c'est quoi la règle d'or de l'épargne? En d'autres mots, là, combien d'argent on doit épargner par année si on veut bien se préparer à notre retraite? Est-ce qu'il y a une formule magique? La formule magique que certains ont peut-être entendue, c'est j'épargne 10 de mon revenu, mais cette formule-là ne vaut pas grand-chose quand tout dépendant du temps qu'on commence à épargner. Si je commence à épargner à 60 ans, en fait, ça devrait être 200 de mon revenu, si c'est pas plus que je devrais épargner. Donc, cette formule-là du 10 de mon revenu est intéressante probablement avant 40 ans. Mais ce que je peux recommander aux gens, Simon, c'est la première étape, c'est de rencontrer un planificateur financier, rencontrer un conseiller, parce que, disons, moi puis toi, Simon, on a possiblement des objectifs de retraite qui vont être différents. Donc, il y a des gens qui sont très fortunés, qui ont beaucoup de revenus, qui dépensent 30 000 40 000 net par année. Il y a des gens qui ont
beaucoup de revenus qui dépensent 100 000 net par année. Donc, évidemment, tout dépendant de mes intentions, de ce que je vais dépenser durant ma retraite, ben, le plan va être complètement différent. Donc, si je dépense des sommes qui sont raisonnables, ben, ça se peut que j'avais pas besoin d'autant d'argent. En plus, peut-être que j'ai un fonds de pension. Donc, c'est important de rencontrer un conseiller justement pour mettre ça en place. Bien, c'était justement ma question là, quand je t'entendais, c'est si on a un fonds de pension au travail, j'imagine qu'on l'inclut justement dans ce fameux calcul. Ben oui, parce que souvent, les fonds de pension au travail, c'est, par exemple, à cotisation déterminée, je vais mettre 5 mon employeur va mettre 5 ou à prestation déterminée. Donc, on sait qu'est-ce qu'on va avoir à la retraite, mais ça, vous contribuez à ça. Ils sont très rares, les fonds de pension, où que vous ne contribuez pas, qu'il y a seulement votre employeur qui contribue. Donc, si vous contribuez 8 directement sur vos payes, ben, ça compte dans votre épargne. Vous devez le prendre en considération dans votre planification de retraite. Est-ce qu'il y a une différence si je suis propriétaire ou locataire? Parce que, par exemple, si ma maison est payée, c'est une grosse épine dans le pied de moi, on comprend, là? Bien, tout à fait. En fait, si vous êtes locataire, mais par contre, il va toujours avoir une dépense de location. Si je suis propriétaire, je paye mon hypothèque et ça me donne un actif également. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une question avec les taux d'intérêt qu'on peut se poser. Est-ce que je suis mieux de louer ou d'acheter? Hein? Il y a une époque où on se posait même pas la question. C'était mieux d'acheter, mais aujourd'hui, au prix que les maisons peuvent se vendre avec les taux d'intérêt, parfois, il y en a qui vont faire le calcul de dire, je pense que pour une certaine période de temps, ça va être plus intéressant de louer que d'acheter. C'est une question qu'on se posait même pas il y a 5 ou 6 ans où c'était on achète, c'est sûr que ça va être plus rentable. Donc, je comprends que si on est locataire, c'est-à-dire qu'on a une dépense de plus, donc ça nous prend plus d'argent de la retraite. Il faut le planifier comme ça. Il faut planifier comme ça, parce que la personne aussi qui va avoir sa maison, à un moment donné, il va pouvoir la vendre. Donc, supposons qu'il la vend à 75, 80. Donc, c'est une entrée de fonds qu'il va avoir dans sa planification de retraite aussi lorsqu'il va vendre sa maison. Une maison, c'est un des seuls paradis qui est un paradis fiscal qui est légal au Canada. Il y a la résidence principale, puis il y a le compte épargne libre d'impôt. Donc, la croissance d'une maison devient intéressante à long terme. Est-ce qu'il y a un bout de travail ou tout le travail qui peut être fait sur la planification ou sur le plan de retraite? Est-ce qu'on peut faire ça soi-même chez nous? En fait, n'importe qui peut faire lui-même son plan de retraite. Par contre, le danger, c'est de faire certaines erreurs au niveau de l'impôt, par exemple. Donc, tout à l'heure, on parlait d'1 million de dollars. Ouais. Simon, 1 million de dollars en REER, 1 million de dollars en CELI, 1 million de dollars dans un compte de banque, ça n'a pas la même valeur. Donc, toute la notion de l'impôt devient importante. Et les gens qui font eux-mêmes leur plan de retraite, ce que je peux voir souvent, c'est certaines erreurs, comme par exemple, oublier l'inflation. Donc, aujourd'hui, si on dépense, moi et toi, 50 000 par année, ma retraite est dans 25-30 ans. Ce 50 000 va valoir ça va prendre beaucoup plus d'argent dans 30 ans. Donc, il faut que je le prenne en considération dans mon plan de retraite. Pour avoir cette même capacité-là. Merci, Jean-Sébastien. Fort intéressant. Merci. Merci, Simon.